Je suis ravie de vous retrouver. Voici les titres de ce 1er décembre. Présentation au chef de l'État des conclusions des travaux des négociations et des renégociations engagées avec les sociétés minières. Le Mali va bénéficier de plus de 585 milliards de francs CFA supplémentaires par an pour les seules sociétés auditées grâce au nouveau code minier de 2023. Une étape de plus franchie dans la gouvernance de nos ressources minières. Célébrée le 1er décembre de chaque année, la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida au Mali a été mise sous le sceau de la promotion du financement souverain. On enregistre plus de 4000 nouvelles infections en 2025 et près de 5000 décès liés au sida. Les autorités prônent le dépistage. Mariam Kone nous fera le point de la cérémonie présidée par le secrétaire général de la présidence de la République. Retenez bien cette adresse www.envoldesAigles.ml. C'est celle de la plateforme lancée ce lundi en début d'après-midi pour servir de boussole aux fans du ballon rond pour le voyage sur le Maroc au compte de la CAN. C'est aussi le seul moyen pour postuler afin d'obtenir l'un des 150 billets mis à disposition par le ministère en charge des sports. Isaac Chenou pour les détails dans ce journal. Dans Focus Santé, on va tenter de comprendre le phénomène du stress avec Dr Suleiman Koulibaly, psychologue au CHU.G. Il nous expliquera les causes et nous donnera des astuces pour bien gérer le stress ou tout simplement s'en débarrasser. Nous retrouverons Koumba Sissi. Bienvenue si vous nous rejoignez, bonsoir. C'est l'information majeure de cette journée. Notre pays franchit une étape déterminante dans la gouvernance de ses ressources minières. Très bientôt, dans les comptes publics, plus de 585 milliards de francs CFA supplémentaires par an pour les seules sociétés auditées grâce au nouveau code minier de 2023. Cette information ressort dans les conclusions des travaux de négociation et de renégociation engagés avec les sociétés minières, officiellement présenté aujourd'hui au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Ces travaux ont été menés dans le prolongement du plan d'action issu de l'audit des mines d'or en exploitation. C'est le ministère de l'économie et des finances qui a conduit la mission avec le cabinet groupement Inventus et Mazars Sénégal de Koulouba. Nous retrouvons Garibou Peru et Adama Kamara qui nous indiquent que cette cérémonie de présentation consacre une avancée significative vers une meilleure valorisation du patrimoine minier national. Entre les mains du président de la transition se trouve le rapport final de la commission de négociation et de renégociation avec les sociétés minières. Derrière son apparence technique, il porte une promesse et scelle un tournant historique. Ce sont plus de 585 milliards de francs CFA supplémentaires qui devraient désormais parvenir chaque année dans les caisses de l'État. Je me réjouis d'ores et déjà de ces résultats, parmi lesquels nous pouvons citer le recouvrement de 761 milliards de francs CFA sur un objectif de 400 milliards et l'assujettissement de toutes les sociétés minières au Code minier 2023, augmentant ainsi les recettes publiques de 586 milliards de francs CFA par an sur les sociétés auditées, ce qui va amener l'impact de ces sociétés au budget d'État à 1022 milliards de francs CFA chaque année. Et là, il est important de rappeler que le montant total des frais engagés pour toute la mission pendant ces 3 ans, le cabinet Mazars Inventus, l'audit, la négociation et la renégociation, les avocats maliens, les avocats étrangers, toutes les actions au niveau du CIRDI, tous les frais engagés depuis le début jusqu'à aujourd'hui s'élèvent à 2,870 milliards de francs CFA. Nous nous sommes engagés à recouvrer un montant d'environ 400 milliards de francs CFA et permettre aux sociétés de continuer leur exploitation selon de nouvelles conditions. Et le deuxième objectif était un objectif structurant qui consistait effectivement à ramener l'équilibre dans ces conventions minières de manière à ce que la part de l'État ne reste pas le morceau du gâteau. Donc il s'agissait de rééquilibrer ces conventions minières, il s'agissait de s'assurer de la prise de participation effective de l'État dans ces sociétés minières et de s'assurer aussi de la pertinence et l'efficacité du contrôle dans toutes les mines.
Une manne longtemps négligée est enfin reconquise. Ce rapport n'est pas une simple compilation de chiffres. Il incarne une reconquête, un renversement patient mais déterminé du rapport de force entre les multinationales et les nations détentrices de richesses naturelles. Et la mission a été conduite avec rigueur, méthode et courage. La commission de négociation et de renégociation a fait face à toutes sortes d'adversités internes et externes, de propositions, d'intimidation et de représailles au cours des travaux qui ont duré 2 ans. La Commission a également fait face, dans 2 dossiers sur 17, à des actions judiciaires. Au cours de la mission, 2 sociétés ont également engagé une procédure d'arbitrage devant le Centre international pour le règlement des différends CIRDI. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, la détermination et l'engagement, le sens tactique et l'intelligence, l'esprit d'équipe et d'anticipation ont permis de mener à terme ce combat qui n'était pas gagné d'avance et d'en sortir de façon honorable. L'audit des mines d'or en exploitation répond aux recommandations issues des assises nationales de la refondation. À ce titre, il s'inscrit directement dans la vision stratégique du président de la transition, une vision qui fait de la souveraineté économique la clé de voûte de la refondation nationale. Porté par un sens élevé de l'État, un engagement fort pour la refondation et la souveraineté économique, animé par un devoir constant de transparence et de redevabilité, vous avez bien voulu mettre en œuvre cette recommandation en confiant au ministère de l'Économie et des Finances sa mise en œuvre. Fort de ce soutien politique, nous avons élaboré les termes de référence de l'audit, lancé un appel d'offres et choisi le cabinet Eventus Mazars Sénégal pour réaliser la mission d'audit en 2022. Le rapport d'audit et ses recommandations pertinentes ont été présentés par le groupement aux plus hautes autorités le 23 mars 2023. Cette présentation a permis l'introduction d'une communication verbale en Conseil des ministres le 29 mars 2023, communication qui a abouti à l'adoption d'un plan d'action de mise en œuvre des recommandations. Il est utile ici de rappeler quelques recommandations essentielles issues de l'audit. La relecture du code minier, l'élaboration d'une loi relative au contenu local, l'élaboration d'un code de l'environnement, la relecture du code pétrolier de 2015, la création d'une société d'État de patrimoine et d'exploitation des mines Sorem Mali SA, les réformes du cadre institutionnel du secteur minier pour un meilleur contrôle de l'État, la négociation et la renégociation des contrats en cours. Longtemps, le Mali s'est contenté de miettes issues de son propre sous-sol. Longtemps, d'autres ont déterminé la valeur de ces minéraux. Cette époque touche désormais à sa fin, car aujourd'hui, c'est bien la part du lion qui revient au pays. Les trésors publics s'apprêtent à accueillir des flux financiers considérables, signe tangible d'un changement de paradigme. La souveraineté n'est plus un discours, mais une réalité comptable, donnant à la vision du président de la transition tout son sens à la marche du Mali vers son destin. Restons à Koulouba et tout en images. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, avant de prendre part à cette réunion, a assisté à la cérémonie traditionnelle de montée des couleurs nationales. Le chef de l'État avait à ses côtés ses proches collaborateurs. Je vous rappelle que nous sommes le premier lundi du mois et ce rendez-vous, devenu une tradition, vise d'une part à entretenir une véritable cohésion et d'autre part à cultiver l'amour de la patrie. Voilà, c'était donc ce matin à Koulouba, la montée des couleurs nationales, le premier lundi de chaque mois. Montée des couleurs qui est devenue donc une tradition qui vise à entretenir une véritable cohésion et à cultiver bien sûr l'amour de la patrie. Le président qui était donc entouré de ses proches collaborateurs, qui était à la présidence ce matin. Ce matin donc, 1er décembre, montée des couleurs à Koulouba. Voilà. La montée des couleurs à
Koulouba. Même scénario à la primature autour du chef du gouvernement. Les membres du cabinet de la primature, ceux du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, le gouverneur du district de Bamako, l'agent chargé d'expédier les affaires courantes de la mairie du district de Bamako, les forces de sécurité et le personnel de la primature autour donc du chef du gouvernement ainsi que les pionniers. C'était donc ce matin également à la primature la montée des couleurs. Les membres du cabinet de la primature, ceux du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, le gouverneur du district de Bamako, l'agent chargé d'expédier les affaires courantes de la mairie du district de Bamako, les forces de sécurité, le personnel de la primature. Et nous allons voir à présent cette prestation de serment à la Cour suprême au compte du bureau du vérificateur général. D'un vérificateur, il s'agit de Isiaka Sidibé, nommé vérificateur responsable de la cellule de gestion de qualité au bureau du vérificateur général. C'était en présence de sa famille, amis et proches. Le président de la Cour a rappelé au nouveau vérificateur la portée solennelle et symbolique de son serment. Le discernement est un acte d'engagement avec le peuple malien, a déclaré le président de l'audience. Voilà, cérémonie de prestation de serment. Célébrée le 1er décembre de chaque année, la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida est l'occasion de maintenir la mobilisation et de renforcer la réponse nationale face à la pandémie. Nous allons retrouver le reportage de Mariam Kone au cours de ce journal. Voyons d'abord la 18e journée scientifique du SINAPO. Les professionnels du domaine s'y sont penchés sur les défis majeurs comme la mutuelle des pharmaciens, la gestion de l'AMO et le rôle des probiotiques dans la santé immunitaire. Mohamed Sangari. Les propriétaires des pharmacies d'officines privées, membres du SINAPO, ont répondu massivement présents pour cette 18e édition de leur journée scientifique. L'événement est devenu un moment incontournable pour la profession. Concertation avec l'APDP pour la nouvelle réglementation et trouver un consensus sur la réduction des rubriques et la diminution du montant à payer pour nos confrères. Échange avec l'administration fiscale sur les difficultés que nous rencontrons avec les agents vérificateurs. Une industrie de fabrique d'emballages pharmaceutiques biodégradables, écologiques, en papier et en sachet est déjà bien amorcée. Au cœur des discussions, des thématiques principales ont animé les panels et les échanges. Il s'agit au cours de cette conférence de faire connaître et comprendre la mutualité aux confrères pour une adhésion au concept qui est nouveau pour nous. Le second thème est sur l'amour, qui est une préoccupation majeure de notre pratique quotidienne. Les autorités et instances de régulation ont marqué leur présence lors de l'événement. L'Ordre des pharmaciens a lancé un appel solennel à l'unité et à la cohésion des acteurs du secteur. Soyez rassurés que mon département reste pleinement engagé à renforcer les mécanismes de financement et de régulation afin de consolider un partenariat fondé sur la confiance, la transparence et le respect des engagements mutuels. L'événement a été marqué par la remise de distinctions honorifiques à la ministre ainsi qu'à des officines saluées pour leur rôle auprès de la population. C'est parti pour les activités de renforcement des capacités du projet stabilisation multisectorielle des femmes et des jeunes déplacés dans le centre comme réponse région de Badjagara. Ce projet mis en œuvre par l'école de maintien de la paix Alun Blondembe vise à renforcer les couches vulnérables de la société. Il est financé par le Japon à travers le PNUD. Mamadou Fane nous en parle. Pour répondre à la crise des déplacements internes dans le centre du pays,
particulièrement dans la région de Bandiagara. Le PNUD, avec l'appui financier du Japon, vient au soutien des autorités maliennes. Le lancement des projets de stabilisation multisectorielle aux femmes et jeunes déplacés internes de la région de Bandiagara entend ainsi consolider les acquis réalisés et améliorer le contrat social entre l'État et les communautés grâce à la mise en place d'activités garantissant une paix durable et harmonieuse. L'EMP, l'école de maintien de la paix à Lundouanbet Bamako, fidèle à sa vision stratégique, ambitionne de jouer un rôle de catalyseur des initiatives et des réflexions autour des enjeux de paix et de sécurité, tant à l'échelle mondiale qu'africaine. C'est dans cet esprit que nous avons décidé de nous engager dans ce projet aux côtés du partenaire japonais. Le Japon aspire à réaliser un environnement de la vie de qualité qui valorise chaque individu, en particulier les jeunes et les femmes, et à résoudre les problèmes sociaux par la promotion de la couverture sanitaire universelle, la promotion de l'éducation et du développement de ressources humaines et l'environnement et le renforcement de la résilience face aux catastrophes. Et dans le cadre de l'appui à la stabilisation dans la zone centre, et notamment à Bandiagara, Dandoli, Dourou, Dukumbo et Pignari-Bana, des actions concrètes ont été menées pour consolider la paix, la cohésion sociale et renforcer la présence de l'État. Parmi ces réalisations, on peut citer, sans être exhaustif, la réhabilitation de bâtiments administratifs autonomes en énergie avec des installations énergie solaire, la construction et équipement d'écoles et de centres de santé, la réalisation de forages pour l'alimentation en eau potable, l'aménagement de pistes rurales et d'ouvrages hydrauliques pour faciliter la mobilité et l'accès des populations aux services. Il s'agit à travers ce projet d'accompagner les efforts de stabilisation en mettant l'accent sur l'autonomisation et la résilience des femmes et jeunes touchés par le déplacement et les VBG. Nous sommes ici pour écouter. Nous sommes ici pour comprendre, pour affiner et veiller à ce que chaque activité prévue soit étroitement alignée sur les réalités quotidiennes des femmes et des jeunes déplacés du centre du Mali. Le gouvernement du Mali, à travers le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, réaffirme son engagement total à soutenir les femmes et jeunes déplacés, renforcer l'autonomisation économique, prévenir les violences basées sur le genre et promouvoir la participation des femmes dans le processus de la paix. Le représentant du gouverneur de Bandiagara a pour sa part salué l'engagement des autorités à œuvrer pour la stabilisation de sa région. Ce projet permettra ainsi de combler les attentes des populations locales et d'amorcer le développement de la région. 5e édition des journées scientifiques de l'université Yambo-Wologem. Les panels en format hybride sont animés par d'éminents chercheurs. Ils portent sur 5 axes stratégiques: université en crise, grève, moyens alloués et quête de qualité formatrice, l'intelligence artificielle, enjeux et perspectives pour les universitaires et autres. Fanemba Keita. Les panels simultanés en cours sur les 214 notifications reçues par le comité scientifique se tiennent dans 5 salles de la cité universitaire de Kabala. Ils sont facilités par des éminents chercheurs venus du Mali, de la sous-région. Ces notifications, réparties entre les 5 axes stratégiques retenus, portent sur plusieurs thématiques qui sont, entre autres, université en crise, grève, moyens alloués et quête de qualité formatrice. Axe 2, l'intelligence artificielle IA, enjeux et perspectives pour les universitaires. Axe 3, le jeu des puissances, géopolitique et reconfiguration des alliances dans un monde multipolaire. Axe 4, le Sahel, Nexus, sécurité, développement, intervention internationale et perspectives endogènes. Et axe 5, une thématique libre. Pendant 2 jours, ces chercheurs venus d'ailleurs et d'ici, presque toutes les institutions supérieures d'enseignement supérieur du Mali se retrouvent ici pour partager, pour échanger les expériences, pour échanger, discuter sur les résultats de leurs travaux, les fruits de leurs réflexions pour le rayonnement de la science.
L'exercice apprend aux étudiants les techniques de recherche et la prise en compte des nations en voie de développement. La mission fondamentale de l'école doctorale de mer, d'assurer la formation doctorale. Ce n'est pas un pléonasme. C'est cela fondamentalement notre mission. Et puisque nous avons fait le choix ensemble de nous inscrire dans la qualité, eh bien, il nous faut nous donner le moyen d'assurer cette qualité-là. Et vraiment, la thématique porte sur le regard croisé sur les enjeux de notre siècle. Et vous savez que les enjeux sont énormes. On en crée d'ailleurs chaque jour. Et c'est bon que les universitaires se retrouvent pour réfléchir et donner leur avis là-dessus sur ces enjeux-là. Ces journées scientifiques annuellement organisées et auxquelles participent des chercheurs du pays, d'Afrique, d'Europe et d'ailleurs, conçuent des espaces de réflexion et de recherche de solutions aux différentes préoccupations qui entravent le développement économique des pays. 6e session du comité de pilotage du programme de développement de la zone spéciale de transformation agro-industrielle des régions de Koulikoro et périurbaine de Bamako. Le budget annuel de 2026 est estimé à plus de 4 milliards de francs CFA, nous dit Djemba Moussa Konati. Le programme de développement de la zone spéciale de transformation agro-industrielle des régions de Koulikoro et périurbaine de Bamako ambitionne de construire 35 usines de transformation agro-industrielle sur 200 hectares à Bankoumana. Parmi les résultats atteints par le programme figure aussi la création de 8000 emplois directs. Ce comité de pilotage devra permettre aux membres de faire le point des activités menées par le projet. Il fera non seulement l'examen et la validation du plan de travail, mais aussi le budget annuel de 2026, estimé à plus de 4 milliards de francs CFA. Les consultants sont en train de travailler sur le terrain et pour que nous puissions avoir tous les documents qu'il faut pour aller vers la construction de ces usines-là. Donc nous allons construire des écoles. Nous allons construire les routes, nous allons électrifier 6 villages. Donc les bénéficiaires, il y en a beaucoup. Nous sommes à la phase pilote. Donc tous les pays de l'AES vont faire les agropoles. Pour cette phase pilote, il est prévu la mise en place de 12 pôles agro-industriels. La mise en œuvre de ce programme devra permettre de renforcer la résilience des communautés bénéficiaires et de réduire le risque d'insécurité alimentaire. La mise en œuvre des activités prioritaires identifiées dans le PTPA de 2026 permettra de rehausser à 43,6% le taux de décaissement du programme et à plus de 77% son taux d'engagement, avec comme point de mire le démarrage des travaux d'aménagement du parc agro-industriel de Bangoumana. Pour les membres du comité de pilotage, il est impératif d'aller vers l'industrialisation et la transformation de nos produits locaux. Voyons avec Alpha Maïga le lancement des travaux d'évaluation du document de la stratégie nationale de développement de la propriété intellectuelle du Mali. Reportage. Ce sont les locaux du Centre national du patronat qui abritent le lancement des travaux d'un atelier d'évaluation. Il s'agit du document de la stratégie nationale pour moderniser la politique de propriété intellectuelle du Mali. En clair, le renforcement de son cadre juridique et institutionnel. C'est une vision, c'est un engagement collectif et une feuille de route pour les années à venir. Elle repose sur une conviction simple mais forte. La propriété intellectuelle est un levier de souveraineté et de prospérité et d'inclusion. L'initiative vise à diagnostiquer les forces et faiblesses de façon participative avec l'ensemble des parties prenantes. Les administrations concernées, les chercheurs, les entrepreneurs, les artistes, les structures de formation et les partenaires techniques et financiers. Pour saluer l'excellence des relations de coopération qui existent entre l'OMP et le Mali. L'évaluation servira de base à une nouvelle feuille de route cohérente axée sur la valorisation des créations locales, la protection des droits de propriété intellectuelle et l'adaptation aux normes internationales. Au nom du gouvernement de la République du Mali, adresser nos sincères remerciements à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle OMPI pour leur appui constant, ainsi qu'à l'ensemble de nos partenaires techniques et financiers pour leur engagement à nos côtés dans ce chantier stratégique. Les recommandations attendues permettront d'actualiser la stratégie pour la rendre plus efficace, inclusive et tournée vers l'avenir.
Faut-il le rappeler, le 26 avril de chaque année, c'est la journée mondiale de la propriété intellectuelle. Première session du comité de pilotage du projet d'appui à la sécurité de l'eau au Mali. Porté par la SOMAPEP, ce projet est financé par la Banque mondiale à hauteur de 60 milliards de francs CFA. Boubacar Bablé Touré pour plus de précisions. Après la signature du crédit le 7 février dernier et la mise en vigueur du projet d'appui à la sécurité de l'eau au Mali, PASEMA, en avril 2025, l'heure est à l'approbation de son plan de travail et du budget annuel au titre de 2026, cela en vue de son opérationnalisation. Porté par la SOMAPEP SA, il vise à accroître de façon considérable l'accès à un meilleur approvisionnement en eau potable et à la conservation des ressources hydriques dans les localités cibles. Ce projet intervient à un moment décisif pour notre pays, sachant que la demande en eau augmente chaque année. Les effets du changement climatique se renforcent et nos infrastructures doivent suivre un rythme d'expansion soutenu. Ce projet permet de renforcer la résilience des systèmes en zones urbaines comme en centre secondaire. Financé à hauteur de 60 milliards de francs CFA par la Banque mondiale, le projet d'appui à la sécurité de l'eau au Mali s'articule autour de 4 composantes. Renforcement de l'approvisionnement en eau de Bamako et de plusieurs centres secondaires, Mopti, San, Sévaré, Douila, Oulesebougou, Baflavé et Maïna. Conservation des ressources en eau afin d'améliorer la surveillance, la gestion durable, l'allocation équitable de l'eau, gestion rigoureuse, transparente et efficace du projet, mécanisme d'intervention d'urgence pour offrir au pays une flexibilité essentielle en cas de choc climatique. Ce projet, une fois réalisé, va non seulement garantir la santé publique des populations des zones bénéficiaires, mais aussi accompagner le développement économique et une stabilité sociale. Au Niger, le chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tiani, rencontre les épouses des forces de défense et de sécurité, venues nombreuses exprimer d'une seule voix leur soutien ferme et déterminé aux autorités de la refondation. C'était en présence de Abdulkarim Maman Barmou pour le compte-rendu. Le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tiani, a rendu visite aux femmes et épouses des forces de défense et de sécurité regroupées à cette occasion au camp Bagagia de Niamey. L'objectif de cette visite du chef de l'État auprès de ces vaillantes femmes, épouses des forces de défense et de sécurité, c'est de témoigner la gratitude de la nation pour leur soutien à leurs époux engagés dans les opérations de défense de la patrie. Et c'est dans une ambiance vibrante de patriotisme, de mobilisation exceptionnelle et de démonstration forte d'un Niger uni et debout à accompagner la refondation que les épouses des forces de défense et de sécurité ont réaffirmé leur engagement et leur solidarité au président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général d'armée Abdourahmane Tiani. Affiches, messages de solidarité, chants patriotiques, tout était réuni ce 29 novembre 2025 au camp Bagagia de Niamey pour témoigner d'une énergie nouvelle et d'une volonté collective de soutenir les forces de défense et de sécurité et les réformes engagées. Le moment fort de cette rencontre fut la remise de cadeaux symboliques de guerriers au chef de l'État. Un geste fort destiné à incarner la bravoure, la résilience et la détermination du Niger face aux défis sécuritaires. Ce symbole traditionnel hautement significatif a été interprété comme un message clair, celui de la confiance placée dans le leadership du président de la République et dans sa vision de la refondation. Le chef de l'État, touché par cette mobilisation exceptionnelle, a salué le courage, la résilience et la contribution décisive de ces femmes, véritables relais de la nation derrière leurs époux engagés pour la sécurité du pays. La cérémonie s'est poursuivie par une visite des stands installés pour l'occasion, exposition artisanale, présentation d'activités sociales et initiatives communautaires.
Au Burkina Faso, le tournesol retrouve toute sa place dans les productions. Il se positionne comme une alternative sûre pour pallier le manque d'huile de consommation. Un regain d'intérêt donc pour sa culture, saisi par la Société coopérative des producteurs céréaliers et oléagineux, une société qui a fait une campagne test cette année dont les résultats sont dans ce dossier signé Betibie Nao et Kabou Romenki. Campagne test pour la société coopérative des agriculteurs de céréales et des oléagineux Agricéole qui expérimentent la culture du tournesol à grande échelle, comme Aboudraman Sanou. Ils sont plus de 1793 producteurs dans les régions du Guirico et des Tanouya, organisés en société coopérative par Agricéole pour la culture du tournesol. Et pour cette campagne test, l'état des champs est rassurant. Presque partout, quand vous regardez vous-même, voilà, la hauteur des plantes et puis voilà, je pense que c'est satisfaisant. La production de tournesol, elle vient renforcer cette capacité de production d'huile, premièrement, et aussi elle permet aux promoteurs ou aux producteurs quand même de tournesol quand même de bénéficier doublement. Bénéficier doublement en ce sens qu'en plus de l'huile, le tournesol offre des tourteaux principalement utilisés dans l'alimentation du bétail, les capitules et les tiges pour la fabrication du compost. Le tournesol est une plante qui contribue également à la biodiversité grâce à ses grandes fleurs qui attirent de nombreux pollinisateurs comme les abeilles. Quand vous arrivez ici matin, à partir de 6 heures ou même avant 6 heures, vous allez voir partout, vous verrez des abeilles qui tournent partout, qui bourdonnent. Et donc, quand vous placez ces ruches à côté, ça capte les colonies d'abeilles. Voilà. Les recherches montrent que depuis 1951, le tournesol est cultivé au Burkina Faso, mais sa culture a été freinée faute de transformation à l'époque. Avec l'initiative présidentielle, notamment en son volet promotion de l'entrepreneuriat et création d'usines, les producteurs espèrent booster la transformation du tournesol, d'où un regain d'intérêt pour la culture de cette spéculation. Quand Agricéole est venu avec son projet de relance de la filière tournesol, on n'a pas hésité à vraiment les suivre et les soutenir dans cette relance-là. La vulgarisation de la culture du tournesol est soutenue par l'Institut national de l'environnement et de recherche agricole INERA, une structure qui travaille à mettre à disposition des producteurs des semences de tournesol. Le tournesol, de son nom scientifique Helianthus annus, est une plante annuelle de la famille des Astéracées. Elle est originaire de l'Amérique du Nord. Sa culture est en train de prendre un regain d'intérêt pour pallier, n'est-ce pas, au manque d'huile sur le marché au niveau du Burkina. Selon les techniciens en la matière, le tournesol est une plante qui réussit bien au Burkina Faso avec un rendement pouvant atteindre 4 tonnes de graines à l'hectare. La région de Sang en effervescence cet après-midi pour cause à plusieurs citernes d'hydrocarbures convoyées par les FAMA sont arrivées à Santoro et Carantela pour la première fois depuis le début de la crise. Autorités et population à l'accueil des vaillants patriotes qui sont les FAMA et les chauffeurs de citernes. Parmi les 54 camions, 8 sont destinés à la région et les autres seront acheminés sur Mopti et Badiangara. Pour plus de précision, je vous propose d'écouter Massa Sangaré, directeur de cabinet du gouvernorat de Sang. Il est au micro de Drissa Kone. Je ne peux que remercier les plus hautes autorités de la République qui ont honoré un engagement pris pour pouvoir nous faire parvenir du carburant qui faisait défaut à la ville de Sang, particulièrement à la région de Sang. Ça fait maintenant quelques temps que nous n'avions pas de carburant. Aujourd'hui, toute la population est heureuse pour avoir reçu cette manne qui était devenue rare. Il faut vraiment saluer la population qui a été assez résiliente pendant un bon moment.
malgré les difficultés, malgré l'absence de courant, malgré l'arrêt de l'énergie, de l'EDM au niveau de la région, et la SOMAGEP, il faut le dire, de l'eau, la population elle est restée ferme derrière leurs autorités. Très sincèrement, nous remercions cette résilience indubitable. Je vais vraiment remercier les forces de défense et de sécurité. En escortant ces hydrocarbures, et il faut les reconnaître, il faut les remercier pour cet engagement et pour cette détermination. Je ne peux terminer sans vraiment remercier également les chauffeurs qui risquent ni de jour leur vie pour pouvoir conduire ces citernes afin que nos populations puissent avoir des hydrocarbures. Voilà. Plus de 475 ex-combattants des groupements d'autodéfense de Dana, Ambassago, Donso et Peul ont déposé les armes en vue d'intégrer le programme désarmement de mobilisation et réinsertion DDR dans la région de Mopti. Cette cérémonie de lancement marque une étape cruciale dans la reconquête de la paix au Mali. Mahamoudou Ouedrago, Sileman Tepsuke pour le compte-rendu. Le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion DDR lancé dans la région de Mopti au centre d'instruction militaire de Soufourlaye, un processus qui fait désormais partie intégrante des efforts de consolidation de la paix au Mali. Beaucoup d'ex-combattants d'autodéfense ont déposé les armes en présence des autorités de la région de Mopti. Le processus que nous venons d'entamer est un processus inclusif. Inclusif parce que ça a été par l'initiative déjà présidentielle à travers de mettre le processus de l'accord de paix caduc et en disant déjà de réunir tous les Maliens autour vraiment du dialogue intermalien pour bâtir une paix entre Maliens, entre nous, pour qu'on se dise la vérité, qu'on parle vraiment de la paix ensemble. Première grande étape d'intégration, de réconciliation et de la stabilité qui vise à instaurer la paix et la cohésion sociale dans la région de Mopti. On a mis en place un dispositif informatique SJ, RI, DDRI, qui va s'occuper vraiment de l'environnement biométrique pour qu'on puisse avoir une base de données fiables de ceux qui vont rentrer dans le processus. Il y a un dispositif de RAVEC qui s'est intégré. Tous ceux qui vont rentrer dans ce processus-là est vraiment les cartes biométriques pour qu'ils puissent rentrer dans la base de données globale de l'État. C'est un mécanisme qui va mettre fin. C'est ça d'abord un premier aspect très important pour la région de Mopti. Donc, non seulement la violence va baisser, mais aussi les populations vont vaquer à leur occupation habituelle, assurer le va-et-vient, la sécurisation des personnes et de leurs biens, mais aussi le retour de l'administration. Voilà les impacts que le DDR va amener dans notre région. Cette intégration nationale des ex-combattants est la politique du gouvernement dans la consolidation de la paix et la lutte contre le terrorisme. La visite des tentes des démobilisés et la remise des kits et des cartes biométriques aux ex-combattants ont bouclé les travaux du lancement DDR dans la région de Mopti. Former les acteurs locaux des régions du Tombouctou et d'Itaouéni sur la médiation communautaire afin qu'ils puissent mieux jouer leur partition dans la résolution des conflits. C'est l'objectif d'une session de formation initiée par l'école de maintien de la paix Alun Blondembe à Tombouctou. Najim Baba Sissé et Maouloud Tandina nous en disent plus. Cette session de formation de 5 jours sur la médiation communautaire initiée par l'école de maintien de la paix Alioune Blondembe avec l'appui technique du ministère de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale grâce à l'accompagnement de la coopération suisse a concerné les acteurs locaux des régions de Tombouctou et de Taoudéni. Je suis sûr que les connaissances apprises à l'issue de ce stage permettront à ces cadres que vous êtes de promouvoir et d'assurer l'éthique, surtout la déontologie autour de la médiation communautaire, en général et particulièrement en situation de conflit communautaire. La présente session s'est déroulée à travers des modules et outils en vue de mieux doter ces acteurs pour qu'ils puissent mieux jouer leur partition en matière de médiation. Nous avons la clarification des concepts clés de la médiation, les outils de la négociation, les mécanismes de prévention et de gestion des conflits, le processus de médiation et entre autres un exercice de simulation avec un cas pratique des 2 villages en conflit où les participants ont joué les rôles de médiateurs, de facilitateurs, d'observateurs et pour aboutir à une résolution de ce conflit entre les 2 villages. Pour tout ce qui précède, nous affirmons avoir appris beaucoup de choses, donc bien outillés pour descendre sur le terrain si besoin commande. Le gouverneur de la région de Tombouctou invite les participants
à la restitution des leçons apprises. Je vous invite donc à une restitution à vos bases respectives des expériences et connaissances acquises, en vue de contribuer en tout temps et en toutes circonstances substantiellement à la prévention des conflits et à l'atténuation des tensions. La session se clôture par la remise de plusieurs attestations de reconnaissance aux membres des équipes régionales d'appui à la réconciliation des deux régions pour leur appui technique, ainsi qu'aux participants et membres de l'encadrement. Un tableau symbole de la mystérieuse Tombouctou a été remis à l'EMP par les participants. Le consortium CRAD remet un important lot de kits scolaires aux élèves de l'école Farandjirei de Gao. Rappelez-vous que c'est ce consortium qui avait réhabilité des salles de classe. La direction et les latrines de l'établissement scolaire ont fait le point avec Alou Idrissa Maïga. 3 salles de classe, une direction et 3 blocs de 4 latrines viennent d'être réhabilités au niveau de l'école fondamentale de Farandjirei A et D. C'est un geste de l'ONG CRAD qui a distribué également des kits scolaires en faveur de 2737 élèves au niveau du même établissement. L'objectif de ces actions, c'est vraiment d'accompagner l'école et de faire en sorte que l'école soit fonctionnelle et de maintenir les enfants à l'école. Ces appuis faits en faveur de l'école de façon générale, la mise à disposition de kits en faveur des enfants spécifiquement, constitue, n'est-ce pas, des occasions pour nous, pour, n'est-ce pas, booster le fonctionnement de l'école et vraiment encourager le maintien des enfants à l'école. Nous remercions les autorités administratives, nous remercions les autorités éducatives, nous remercions les partenaires. Merci au nom de tous les bénéficiaires. Cette action s'inscrit dans le cadre du programme pluriannuel de résilience PPR2 du Mali 2024-2027 dans les cercles de Gao et Bourem, région de Gao. Un programme de l'État malien financé par Education Cannot Wait. Les parents sont dans des situations difficiles, donc si on parvient à donner des kits aux enfants, ça ne fait que booster leur éducation au niveau de l'école. Il y a beaucoup de cadres et ce sont des gars qui ont commencé l'école par là. Donc à chaque fois que je viens dans cette école, c'est vraiment un sentiment de fierté. Et c'est pour cela que nous sommes toujours auprès de cette école. Au cours de la remise des kits scolaires, un enfant vivant avec un handicap naturel des bras a été identifié par l'ONG CRAD. Ridouane Alassane, âgé de 11 ans, fréquente la classe de 2e année fondamentale à Farandjirei. Cet enfant fait tout avec ses pieds. Issu d'une famille vulnérable, vivant dans une situation de pauvreté, faisant de lui une source de revenus pour sa famille, Ridouane est obligé de chômer les vendredis pour aller mobiliser de l'argent devant les mosquées afin de garantir la pitance au niveau de sa famille. Désormais, il sera pris en charge par le consortium CRAD dans le cadre de la mise en œuvre du programme pluriannuel de résilience PPR2. À présent, ce communiqué, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile rappelle que l'utilisation des pétards et autres feux d'artifice est une pratique courante pendant les fêtes de fin d'année qui peut avoir de graves conséquences en raison de l'imprudence liée à leur manipulation et de leur caractère festif et amusant. Les pétards et autres feux d'artifice constituent un réel danger aussi bien pour l'environnement que pour la sécurité et la quiétude des populations. Ils peuvent provoquer des incendies et entraîner des blessures, des dégâts matériels souvent très importants, voire des pertes en vies humaines. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile souligne que l'utilisation, la vente et la détention des pétards et autres feux d'artifice sont formellement interdites sur toute l'étendue du territoire national. Tout contrevenant s'expose à des sanctions. Ainsi, les forces de sécurité veilleront à l'application stricte de ces mesures. Le ministre s'est compté sur la bonne compréhension et la franche collaboration de la population et un appel à l'esprit civique de toutes et de tous. Talk, c'est le nouveau concept élaboré par Vortex Association en vue d'instaurer le partage d'expériences intergénérationnelles avec des personnes ressources. L'initiative vient de démarrer avec l'artiste comédienne Dr Fatoumata Coulibaly, dite FC, un modèle dans le domaine de l'art et de la culture. Mariam Coulibaly était sur place. Talk ou parler en français est une initiative d'un groupe de jeunes réunis autour de Vortex Association en vue de créer un cadre de donner et de recevoir avec des personnes dont le parcours est jugé inspirant.
Pour ces premiers numéros, le choix est porté sur l'artiste comédienne Fatoumata Coulibaly dite FC, une figure emblématique de la culture malienne. C'est dans l'esprit vraiment de pouvoir trouver des personnes expérimentées comme Tanti FC. Inviter ces personnes-là à prendre le micro et à parler vraiment de leur parcours afin d'inspirer la nouvelle génération. Des gens comme FC méritent d'être célébrés. Et c'est ça qui nous réunit ici tous, jeunes, vieux, voilà. Je suis au milieu. La rencontre déroulée sous forme d'échange a permis à l'invité du jour de partager son parcours et sa vie avec l'auditoire. Le thème retenu est « Être une femme artiste ». Je partage mes expériences de fond en comble parce que je vais mourir un jour. C'est ça qui va rester. Et les jeunes, vous allez puiser dans ça ce qui vous plaît. Et vous allez laisser ce qui ne vous plaît pas. Docteur Fatoumata Coulibaly est une femme brave, une femme courageuse qui a parcouru toutes les scènes de cinéma, de théâtre, j'allais dire aussi, pour montrer son talent d'actrice, son talent de communicatrice. La jeunesse a besoin de cela. Et nous pensons que ça va être un exercice important, intéressant pour les jeunes. L'initiative qui se veut pérenne entend toucher plusieurs profils dans divers domaines professionnels. Un mot de sport, retenez bien cette adresse envoldesAigles.ml. C'est celle de la plateforme lancée ce lundi à début d'après-midi pour servir de boussole aux fans du ballon rond pour le voyage sur le Maroc au compte de la CAN. C'est aussi le seul moyen pour postuler afin d'obtenir l'un des 150 billets mis à disposition par le ministère en charge des sports. Isaac Chenou pour les détails. EnvoldesAigles.ml. C'est le nom de la plateforme qui vient d'être lancée par le ministère en charge des sports en vue d'aider les sporteurs des Aigles à mieux préparer leur déplacement au Maroc. Une plateforme qui donne des renseignements sur tout ce dont un voyageur pour la CAN peut avoir besoin. Comme pour dire que le département en charge des sports ne néglige aucun détail pour faciliter le voyage marocain. Il vous donne accès à un formulaire. Et pour renseigner le formulaire, il vous donne d'abord des conditions que vous devez accepter ou ne pas accepter. Et après, jusqu'à la fin, vous devez lire ça attentivement. On a même inséré des numéros au cas où vous avez besoin d'amples informations. C'est donc une sorte de boussole qui servira d'outil d'information et d'orientation pour les Maliens à l'occasion de la CAN 2025 au Maroc. La Commission a décidé de faciliter un peu ce trajet-là et la vie des gens au niveau du Maroc. Et c'est dans ce cadre que cette plateforme a été créée, qui est la plateforme envoldesAigles.ml. envoldesAigles.ml. Et le but, c'est d'abord de pouvoir s'enregistrer. Pour aller au Maroc, il y a des critères. Et ces critères sont définis par le Maroc, le Royaume du Maroc même. Et pour cela, il y a des accès, il y a des documents à avoir avant d'accéder au niveau du Maroc. Donc nous voulons nous assurer que ceux qui y ont droit et qui vont avoir ces billets d'avion répondent d'abord aux critères pour rentrer au Maroc. Donc la plateforme va permettre à ceux qui ont les documents requis pour se rendre au Maroc, participer à la CAN, puissent les télécharger et facilement puissent participer à ce tirage au sort. Et dans ce cadre-là, nous avons inclus également des liens pour pouvoir avoir l'AEVM, qui est une obligation pour rentrer dans le territoire marocain, mais également permettre à certains de télécharger l'application Yala et à se faire orienter et encadrer. Et il est important que nous puissions aider les gens à savoir comment remplir cette application Yala pour avoir la Fan ID pour accéder au niveau du stade. Cette application est l'unique moyen pour être éligible au tirage au sort pour les 150 billets mis en jeu par le département des sports. Les inscriptions des candidats pour ces billets, c'est du 1er au 7 décembre.
Autre grand titre de ce journal, célébrer le 1er décembre de chaque année la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida est l'occasion de maintenir la mobilisation et de renforcer la réponse nationale face à la pandémie. Au Mali, on enregistre un taux de prévalence estimé à 0,76%. Plus de 5000 personnes vivent avec le VIH. Des chiffres qu'on peut réduire drastiquement avec la volonté et surtout en allant se faire dépister. L'événement placé sous la présidence du secrétaire général de la présidence de la République avait pour thème national cette année Sida, crise de financement extérieur, une opportunité pour promouvoir le financement souverain. Retrouvons le reportage de Mariam Kouné. Au Centre international des conférences de Bamako, ce 1er décembre, la mobilisation est forte. Une journée pour rappeler que le VIH n'a pas disparu et que la prévention reste l'arme la plus efficace. Plusieurs acteurs de santé, organisations communautaires et partenaires techniques et financiers pour marquer la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Une rencontre placée sous le thème mondial « Surmonter les perturbations, transformer la riposte au sida ». Et le Mali a choisi de l'articuler autour d'un message fort, à savoir « Sida, crise de financement extérieur, une opportunité pour promouvoir le financement souverain ». Faisant allusion à cette thématique, cette journée mondiale m'offre l'occasion de lancer un vibrant appel à l'action, à un leadership politique durable axé sur les droits de l'homme pour mettre fin au sida d'ici 2030. C'est un moment privilégié de renforcer les actions de plaidoyer pour promouvoir le financement innovant et souverain dans l'optique de soutenir les programmes de lutte contre le VIH-Sida afin d'honorer les engagements auxquels le pays a souscrit. Cette édition met l'accent sur la nécessité de renforcer la lutte, car beaucoup d'efforts restent à faire selon les organisateurs. Le Mali dispose d'un cadre multisectoriel, d'une base de partenariat technique et d'un tissu associatif très actif. Des progrès sont à noter dans le cadre de l'accès au dépistage et au traitement ont été vraiment enregistrés et les données témoignent historiquement de ces efforts soutenus. Néanmoins, plusieurs boulots affaiblissent la consolidation de ces acquis. Je réaffirme notre engagement à soutenir le Mali dans la réalisation des objectifs des 395, le renforcement du leadership national, la diversification des sources de financement, notamment innovantes et souveraines, l'intégration du VIH dans la santé primaire et les services communautaires, la promotion des droits humains, de l'équité et de l'inclusion sociale, la continuité des services dans les zones en crise, l'implication des communautés et des jeunes. Dans cette lutte de longue haleine pour un futur sans VIH, plusieurs défis doivent être relevés. Ces succès traduisent une réalité. La majorité des personnes vivant avec le VIH au Mali connaissent aujourd'hui leur statut, sont traitées et vivent mieux. Toutefois, nous ne pouvons ignorer les défis qui subsistent. La transmission de la mère à l'enfant persiste et des enfants continuent de mourir du sida. C'est une réalité que nous devons combattre avec plus de précision et d'efficacité. Le VIH ne se combat pas seulement dans les hôpitaux. Il se combat dans les écoles, les familles, les communautés. Notre réponse doit être résiliente, inclusive, équitable et efficiente. Ce 1er décembre, un moment fort de solidarité, de sensibilisation et d'engagement renouvelé où les acteurs de santé, l'association des personnes vivant avec le VIH ou encore l'ambassadrice de la lutte contre le VIH, en l'occurrence l'artiste sénégalaise Kumba Gawlo Seck, n'ont pas manqué de livrer des messages poignants. En tant qu'artiste engagé, j'ai toujours utilisé ma voix pour sensibiliser et mobiliser
à travers mes prestations et productions artistiques, dont une illustration et la réalisation en 2021 d'un single de plaidoyer et de promotion à l'accès universel aux soins intitulé AIDS, initié par le bureau de l'ONU-SIDA au Sénégal à Dakar. Ensemble, unissons nos forces pour que chaque personne ait accès au traitement, que chaque enfant puisse grandir en bonne santé et que l'inégalité face au VIH devienne un souvenir du passé. Entre messages d'espoir, actions concrètes et participation massive, Bamako montre aujourd'hui qu'elle reste déterminée. La chorale des personnes vivant avec le VIH et bien d'autres artistes ont tenu le public en haleine pendant tout le cérémonial. Au programme également des sketchs et un film documentaire qui a gagné le prix du meilleur film de sensibilisation sur le sida au FESPACO. L'un des temps forts fut la remise d'attestations à ceux-là qui ont tout donné pour cette lutte. Au cours de la journée, les visiteurs pouvaient se faire dépister gratuitement sur place. Et santé toujours, la rédaction s'intéresse ce soir à un phénomène qui n'épargne personne. Il s'agit du stress, chacun a sa façon de le gérer selon le motif. Si certaines personnes arrivent à s'en débarrasser facilement, d'autres par contre non. Et c'est en ce moment que le stress devient nuisible et provoque des troubles de comportement, des maladies comme le problème gastrique, le gène respiratoire, l'angoisse, la céphalée et d'autres. Suivant Dr Souleymane Coulibaly, psychologue au CHU.G, il va nous expliquer les causes et nous donner des astuces pour vaincre le stress. Kouma Sissé, Souleymane Diabati. Pour une raison ou une autre, beaucoup de personnes sont stressées à longueur de journée. Chez certaines, c'est temporaire et d'autres développent la forme grave. Le stress, c'est un syndrome général d'adaptation qui survient chaque fois qu'un individu est confronté à une situation qu'il n'arrive pas à gérer. Il y a beaucoup de sortes de stress. Il y a le stress de la vie quotidienne. En dehors du stress de la vie quotidienne, vous avez le stress aigu. Le stress aigu, vous rentrez dans une situation très compliquée qui menace votre existence, votre vie. Il y a le stress post-traumatique. L'événement est déjà passé et vous allez faire des réactions différées par rapport à l'événement parce que vous n'avez pas oublié. Le stress peut être nuisible et être à la source de beaucoup de troubles sur le plan physique et mental. Il y a d'abord les tremblements qui peuvent être là. Vous pouvez transpirer. Il y a une hyperventilation, nilaclubé, c'est la télé. Il peut y avoir également une hypersudation. Et plus tard, ça peut entraîner des signes, des problèmes gastriques. On peut avoir la diarrhée également. Les femmes peuvent avoir vraiment des troubles des règles. Et ça peut être des troubles de l'hypertension, par exemple, des troubles cardiovasculaires, par exemple. Ça peut créer des troubles génito-urinaires. Ça, c'est le stress nuisible. Et c'est ce stress-là qui va provoquer plus tard problème de santé mentale. En dehors des maladies, le stress joue également sur notre quotidien. C'est pourquoi nous remarquons chez certaines personnes des réactions inhabituelles au niveau de la ville, du boulot et même en famille. Le stress peut modifier votre comportement. Vous devenez irritable, nerveux. Vous devenez plus querulent que d'habitude. Au niveau du travail, ça peut créer, c'est-à-dire l'absentéisme. Le présentéisme, tu viens au travail, mais tu n'es pas efficace. Sur le plan social, il y a le retrait social. Parce que ça va créer une méfiance chez l'individu vis-à-vis des autres. Ça crée dans le foyer des troubles de la vie conjugale. Selon les praticiens, pour une prise en charge efficace, l'accent doit être mis sur le déclencheur, c'est-à-dire la cause du stress, et en fonction du type, le traitement peut être un accompagnement technique et dans les cas chroniques, il faut un traitement médicamenteux. Quand on connaît les déclencheurs, on va également voir les facteurs qui peuvent contribuer à aggraver l'état de stress. Donc on va essayer de les identifier également. Et ensuite, après, on développe des stratégies de coping, ce qui va permettre à la personne de développer
des capacités de résilience. Et les techniques pour gérer l'angoisse, nous avons des techniques qu'on appelle des techniques de psychothérapie, comme la relaxation. Et quand l'angoisse est vraiment extrême, il faut également associer les médicaments qui sont prescrits par les psychiatres. Pour nous débarrasser du stress, nous devons adopter une bonne hygiène de vie, faire du sport, des techniques de relaxation, des exercices de respiration. Ceux-ci permettent d'éviter les complications du stress qui peuvent conduire à la dépression, provoquant un grave trouble de comportement ou même le suicide. Le Mali est en deuil, particulièrement les populations de Kaya. Beaucoup de tristesse depuis l'annonce du décès du patriarche El Hadj Ahmed Niang à Dakar, au Sénégal. El Hadj Ahmed Niang, un baobab, un modèle, un phare, une grande personnalité au grand cœur, très à l'écoute de son prochain, tolérant et d'une loyauté exemplaire. La cité des Rails lui rend hommage tout en soulignant son amour pour sa famille, ses proches et sa patrie, et surtout pour la région de Kaya. Retrouvons depuis notre station régionale Kansoutou Kanouti. Dès l'annonce du décès du patriarche El Hadj Ahmed Niang depuis Dakar, hier dimanche 30 novembre 2025, elle s'est répandue à travers la ville comme une traînée de poudre. Oui, le décès de ce grand homme a provoqué une onde de choc au Mali en général et surtout à Kaya, et a aussitôt donné lieu à de nombreux hommages soulignant sa générosité, son engagement et son amour pour son pays et surtout pour Kaya. Un baobab de la région de Kaya, du Mali, de l'Afrique et de l'islam. Ce que je retiens de El Hadj Ahmed Niang Bahame était un homme engagé. Il a vécu pour travailler pour la réussite de sa famille, de la région de Kaya, du Mali et pour le bonheur de l'islam. Il a assuré sur le plan financier, social et sur tous les plans. Le vieux Ahmed Niang, c'est mon père. C'est un vieux, il est très gentil avec tout le monde. C'est un vieux qui aime les musulmans au Sénégal, à Bamako, dans toutes les régions du Mali. Dans toute la ville de Kaya, on l'appelle le patriarche. El Hadj Ahmed Niang est une référence. C'est une référence de bonté. C'est une référence historique. Nous, de la famille Ahmed Niang, Bokar Niang, nous avons perdu un grand homme, comme tout le Mali d'ailleurs. Mais il nous a légué plus que les richesses matérielles, financières, immobilières. Il nous a légué des richesses immatérielles qui peuvent servir de viatique à toute la famille Niang et à tout le Mali. El Hadj Ahmed Niang est un exemple de bonté, un exemple de générosité. Ahmed Niang, nous nous sommes connus à l'école régionale de Kaya. Nous faisions la même classe. De 1934, et j'ai toujours réservé de bonnes relations avec Ahmed Niang. Quand j'ai appris hier son décès, j'étais très peiné. Il est le seul camarade promotionnel qui me reste. Le seul. Les obsèques du patriarche El Hadj Ahmed Niang sont prévues ce vendredi, juste après la prière. Que son âme repose en paix. Amen. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui nous suivez à travers le monde, particulièrement nos téléspectateurs de Kaya. Bonsoir.